Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de AJ, la nouvelle série que j'ai lancée il y a quelques semaines pour vous parler à la fois de la maison d'édition, ses coulisses, son actualité et de notre offre de service pour les auteurs indépendants qui veulent travailler avec nous. L'objectif étant, dans ces vidéos au format beaucoup plus court que Tuto Bar, de faire un petit tour derrière le rideau parce que plusieurs personnes sur la chaîne m'ont demandé à en savoir plus sur le quotidien de la maison et de ce que ça implique de gérer une maison d'édition indépendante. Aujourd'hui, je vais développer un certain nombre de points que j'ai commencé à aborder en juillet dans l'interview que j'ai eue avec Steve et qui est actuellement relayée à l'écran pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Interview dans laquelle je présentais un petit peu toutes mes activités et où, bien évidemment, j'ai commencé à évoquer un certain nombre de points d'organisation qui concernaient à la fois la maison, l'offre de service et Tuto Bar. Le but étant aujourd'hui de remettre un petit peu d'ordre et de vous expliquer de façon un peu plus concrète comment j'organise tout ça. Avant d'attaquer, je prends juste quelques secondes afin de me présenter pour les personnes qui viennent de nous rejoindre et qui ne me connaissent pas. Je suis Hélène Jacob, auteure, éditrice et formatrice dans le domaine de l'autopublication. Sur cette chaîne, je vous parle d'écriture et d'édition, y compris de sujets techniques et administratifs, afin de vous aider à professionnaliser votre activité d'auteur indépendant. Merci par avance pour vos pouces en l'air, vos commentaires et vos partages. Et si vous appréciez mon travail et les contenus que je vous propose ici, merci également de vous abonner en pensant à activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines mises en ligne, et ceci pour aider la chaîne dans son référencement et son développement. Aujourd'hui, avant de vous donner plus particulièrement un aperçu du planning d'automne, je veux revenir aux bases et à l'organisation générale que j'ai mise en place pour arriver à imbriquer à peu près harmonieusement les trois grands volets de mon activité que sont la maison d'édition à compte d'éditeur, l'offre de services payante pour les indépendants et tout ce qui concerne YouTube de façon générale, Tuto Bar aujourd'hui représentant évidemment le plus gros morceau de cette partie de mon activité. Pour bien comprendre tout le découpage, il faut revenir aux bases que j'ai commencé à expliquer à Steve dans l'interview, à savoir que, pour des raisons majoritairement économiques, l'activité générale des éditions AJ repose à 95% exclusivement sur moi. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'effectue toutes ces missions bénévolement, c'est-à-dire que j'échange du budget financier contre du budget temps. À l'exclusion du comité de lecture qui est intégralement chapeauté par Marie-Pierre, toutes les autres missions qui sont essentielles dans le quotidien de la maison pour qu'elle puisse fonctionner reposent intégralement sur moi. Donc je parle d'éditorial, de technique, d'administratif, de marketing et plein d'autres petites choses que je vais pouvoir évoquer par la suite. La grosse difficulté de cette organisation, vous vous en doutez, c'est que si j'ai une défaillance personnelle, comme ça m'est arrivé en décembre de l'année dernière, la maison se met quasiment à l'arrêt en mon absence. Je fais en sorte de maintenir une espèce de minimum syndical pour que les affaires courantes puissent continuer. Mais c'est la plus grosse difficulté, bien évidemment, et si je reprends l'historique de l'année dernière, entre le moment où je suis tombée malade début décembre, où on a fini par me diagnostiquer début janvier, où je suis entrée à l'hôpital à ce moment-là pour y rester 2 semaines et où ensuite j'ai entamé une très longue convalescence qui n'en finit pas même aujourd'hui, il a fallu pendant cette très longue période durant laquelle je n'étais pas en capacité d'assumer mes missions habituelles, me concentrer sur ce qui était absolument essentiel et maintenir la maison dans une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'elle n'était pas totalement à l'arrêt mais elle ne produisait plus rien de nouveau, puisque, entre autres choses, la production des titres, leur préparation, leur maquettage, leur mise en ligne, etc., repose intégralement sur moi. Ça, c'est le premier grand volet, EAJ en tant que maison d'édition, qui représente à peu près 40% de mon temps de travail. À côté, vous avez toute la partie offre de service qu'on appelle ODS entre nous, si vous m'entendez utiliser cet acronyme. L'ODS, c'est la partie lucrative de mon activité, celle qui me fait vivre tout bêtement, pour laquelle je travaille avec des clients qui sont généralement des auteurs indépendants, parfois des professionnels sur des petites missions annexes. Mais l'idée, si vous avez vu l'interview avec Steve, vous le savez déjà, c'est de proposer à des auteurs des bouts du processus éditorial classique que l'on applique normalement à nos propres livres dans la maison, mais de façon indépendante, c'est-à-dire qu'ils viennent pour une ou plusieurs prestations et ils repartent à l'autre bout, généralement avec les fichiers nécessaires leur permettant d'auto-publier leurs textes, puisque à 80%, c'est l'objectif majeur de la plupart de nos clients.
Toute cette partie ODS représente elle aussi environ 40% de mon temps de travail. Et les 20% qu'il reste, eux, vont être consacrés à la préparation de mes vidéos et à l'animation de la chaîne YouTube de façon plus générale. L'ensemble de ces 3 activités, pour que chacune soit viable selon ses propres critères, c'est-à-dire que les livres puissent sortir chez EAJ, que je gagne suffisamment ma vie avec l'ODS et que je puisse animer correctement la chaîne YouTube. Donc cet ensemble, quand on cumule tout, représente à peu près 65 heures par semaine. Ça varie selon les semaines. Il y a des semaines un tout petit peu plus calmes et des semaines où il faut que je pousse un peu plus loin. Mais la moyenne lycée générale à l'année, c'est environ 65 heures par semaine que je suis obligée, pour des questions de santé mentale au quotidien, de découper de la façon suivante: environ 9 heures par jour, 7 jours sur 7. Si je voulais m'octroyer des week-ends plus classiques, il faudrait que je pousse la quantité d'heures quotidiennes à un plafond que je n'ai pas envie d'atteindre. Je l'ai connu dans le passé et je préfère répartir les heures de cette façon, puisque j'ai l'extrême privilège de travailler intégralement à domicile. Le bureau dans lequel vous me voyez est une pièce réservée de ma maison, et il est évident qu'en n'ayant pas besoin de gérer tout ce qui est relatif au transport et au déplacement, je gagne énormément de temps au quotidien, ce qui fait que même si les semaines sont parfois très lourde, je ne vais certainement pas me plaindre par rapport à plein de gens qui, eux, en complément, doivent supporter beaucoup de temps de déplacement et travailler selon des horaires qui sont subis. Dans mon cas, j'organise exactement comme je le veux toutes mes heures de travail et la façon dont je vais répartir les missions selon les priorités du moment et selon les grands cycles dans lesquels chacune de mes 3 activités se retrouve. En résumé, 9 heures par jour, 7 jours sur 7, les 9 heures quotidiennes étant elles-mêmes découpées de façon extrêmement étrange pour la plupart des gens, à savoir environ 4 heures l'après-midi et 5 heures en nocturne. Je suis un oiseau de nuit, pour tout un tas de raisons qu'un jour peut-être je vous raconterai dans une autre vidéo, mais une grosse partie de mon travail s'effectue de minuit à 5 heures du matin. C'est là que je suis particulièrement efficace, concentrée et surtout très peu dérangée. Personne ne m'appelle à 3 heures du matin, c'est magnifique. Ce qui fait que je vais répartir mes temps de travail d'après-midi et de nuit sur des missions totalement différentes. Je précise, vous l'aurez compris, que je dors un peu en décalé en matinée, même si je ne dors pas énormément d'heures, et que mes soirées sont réservées sport et famille, ce qui fait que j'arrive bien sûr à maintenir une activité sociale à peu près normale. Ceci pour les personnes qui s'interrogeraient sur l'équilibre personnel que je trouve dans tout ça. C'est une méthode qui est éprouvée depuis des années et c'est le meilleur découpage que j'ai trouvé pour que le personnel et le professionnel soient correctement équilibrés. Sur mes heures d'après-midi, je vais bien sûr caler tout ce qui est rendez-vous professionnel pour pouvoir discuter avec toutes les personnes qui ont un planning dit normal, le planning classique de bureau sur lequel il faut que je me cale, qu'il s'agisse de clients de l'ODS ou de personnes avec lesquelles il faut que j'interagisse pour faire tourner l'activité de la maison d'édition. Ce qui veut dire que les après-midi vont être consacrés aux rendez-vous visio, téléphoniques, etc., à la gestion de tous les emails. Je gère 8 boîtes en tout, ce qui fait que tous les débuts d'après-midi sont consacrés à l'épuration de toutes ces boîtes. Je vais également, dans ces périodes-là, plus gérer tout ce qui est administratif de façon générale. Ça peut être de la compta, de la saisie des ventes, de la préparation des bordereaux pour les droits d'auteur, d'échanges avec Hachette, de la gestion de la BNF, de tout un tas de missions autour du pôle administratif au sens très large qui nécessitent que je puisse éventuellement discuter avec des personnes par email ou au téléphone. Cette activité administrative d'après-midi est complétée par un volet plus commercial pour lequel il arrive fréquemment que j'ai aussi besoin de contacter des personnes. Je pense aux planifications des campagnes marketing avec Kobo par exemple. C'est toujours plus simple pour moi d'avoir mon interlocutrice en direct. Je lui écris à 15h, elle me répond à 15h15 et à 16h on a bouclé. Et il est évident que si je devais faire ça de nuit, ce serait beaucoup plus long et moins efficace. Par conséquent, toutes ces missions autour du commercial et du marketing au sens large, je les mets également l'après-midi, de façon à ne pas voir les dossiers s'éterniser parce qu'il y a un effet ping-pong entre mes interlocuteurs et moi. Enfin, sur cette tranche d'après-midi, et cette fois côté ODS, je vais également insérer la partie plus technique de mes travaux. C'est-à-dire, pour mes clients, tout ce qui concerne les maquettes papier, conversion numérique, mise en ligne test, etc. Parce que je sais que de nuit, je vais devoir en refaire pour la maison et que je préfère ne pas passer trop de temps à la suite sur un même type de travail.
Je suis d'autant plus efficace que je fais tourner les missions et que je peux passer de l'une à l'autre en restant 1 ou 2 heures à la fois sur tel ou tel type de travail. Ce qui veut dire que la nuit, je vais également faire un peu de technique pour la maison, mais je vais privilégier les travaux qui demandent encore plus de concentration parce que je sais que de nuit, je ne vais pas être interrompue et c'est pour moi le meilleur moment en ce qui concerne les travaux plus lourds comme la correction approfondie. C'est un travail qui demande 100% d'investissement cérébral et si je passais ce type de prestation en journée, il est probable que je serais moins efficace. Et c'est aussi vrai pour la préparation de mes vidéos, qui est un processus créatif pour lequel j'ai besoin qu'on me laisse tranquille et qu'on ne vienne pas me déranger en plein milieu. En fait, au fil des années, avec le recul et l'expérience, j'ai dispatché toutes mes missions sur le meilleur créneau horaire pour chacune d'entre elles, pour tenir compte bien évidemment de mes obligations, mais également de mon degré d'efficacité. C'est pour ça que je ne ferai jamais de préparation tuto bar à 15 heures, et qu'à l'inverse, il y a peu de chances que je m'occupe de la question des diffuseurs à 3 heures du matin. En complément de cette organisation générale, je suis également obligée de tenir compte de certains grands cycles qui ne sont pas négociables. Je pense par exemple à la question du paiement des droits d'auteur. Nous n'avons pas, comme ça se pratique dans beaucoup de maisons, une reddition des comptes qui est annuelle mais qui est trimestrielle, ce qui veut dire que je paye les droits d'auteur tous les mois de janvier, avril, juillet et octobre, entre le 7 et le 9 du mois, en fonction du jour où ça tombe. Et pour faire cela, il faut bien sûr que dans le mois qui précède les paiements, je me sois occupée de saisir toutes les ventes remontées par les diffuseurs et distributeurs pour la période concernée, que j'ai consolidé les chiffres, que j'ai préparé les fiches détaillées pour chaque livre et les bordereaux de versement pour chaque auteur. Ceci prend une dizaine d'heures que je vais systématiquement caler dans la dernière quinzaine qui précède le mois durant lequel je vais verser les droits d'auteur. Donc pour que ce soit plus clair, aujourd'hui j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 1er octobre, les auteurs ce trimestre vont toucher leurs droits le 8 et il y a 2 petites semaines, j'ai effectué ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire toute la saisie des ventes et sa consolidation, ainsi que la préparation des bordereaux. Évidemment, pour m'aider à gérer tout ça et que je n'y passe pas une éternité, la maison dispose d'un logiciel professionnel dont l'unique fonction est de pouvoir calculer les droits d'auteur et générer toute la paperasse qui est obligatoire pour faire les choses correctement, que ce soit pour les auteurs de la maison eux-mêmes ou pour l'URSSAF des auteurs. Là, je vous ai donné un exemple de cycle trimestriel. J'ai bien sûr d'autres cycles dans plein de domaines différents. Les cycles éditoriaux autour de la préparation d'un livre. Je vais y revenir un tout petit peu en vous parlant du planning d'automne. Et puis des cycles qui sont hebdomadaires. Et le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui de la planification de tout ce qui concerne nos réseaux sociaux, puisque c'est également moi qui m'en charge. Et qu'il est impensable que je m'en occupe en temps réel. Tout est planifié au minimum 1 semaine à l'avance pour Facebook, Instagram et Twitter. Et c'est généralement dans la nuit du dimanche au lundi que je m'occupe de ça, puisqu'il faut que je génère à la fois des visuels et des contenus et que je dispatche tout ça en outils de publication différés pour que tout soit bien orchestré pour les 8 ou 10 jours qui suivent. C'est une opération, une petite nuit par semaine qui me prend 4 ou 5 heures en fonction de l'actualité et des éléments que je dois partager. Il est évident qu'en période de sortie de nouveaux livres, je vais avoir plus de contenu à produire qu'en période plus calme, durant laquelle je vais plutôt tourner sur une planification de routine. Le gros morceau, à côté de toutes les petites missions cumulées, c'est bien évidemment le processus éditorial autour d'un nouveau livre qui s'étale sur plusieurs mois, pour lequel j'ai un calendrier spécifique, une espèce de rétro-planning dans lequel je dois faire rentrer toutes les étapes nécessaires à partir du moment où le contrat d'édition est signé jusqu'à la parution du livre. Et là, vous avez une espèce de frise chronologique à suivre qui va passer par la maquette source, le passage des outils sur le texte, toute ma phase de correction approfondie, puis d'échange avec l'auteur. On a des allers-retours réguliers. Tout ce qui va concerner pendant ce temps-là la création de la couverture, toute la phase de bêta-lecture pour laquelle je vais envoyer le texte à plusieurs dizaines de personnes pour traquer les coquilles résiduelles qui existent toujours malgré les dizaines d'heures qu'on passe à préparer un texte. C'est presque une fatalité et c'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir une grosse phase de bêta-lecture. Derrière ça, je vais avoir tout le maquettage, maquette papier, conversion numérique, tests divers et variés,
envoie des fichiers à notre prestataire en impression à la demande Lightning Source France, avec qui je peux être amené à avoir des échanges aussi pour peaufiner 2 ou 3 détails. Il y a toute la partie de saisie administrative chez Hachette, notre diffuseur papier, pour référencer correctement le livre. La saisie de la version numérique du livre chez tous nos distributeurs directs pour lesquels c'est moi qui m'en charge, à savoir Amazon, Kobo, Google Play, iTunes, etc. La création de la fiche du livre dans notre boutique, c'est moi qui gère à 100% la boutique EAJ, à la fois tout ce qui concerne la mise en ligne de nouveaux titres, mais également toute la maintenance technique de nos apps, de notre thème, des diverses mises à jour, de nos conditions générales de vente, de tout ce que vous pouvez trouver dans une boutique en ligne. L'intégralité de la boutique, c'est moi également, et ça représente par mois une petite dizaine d'heures. Ça va dépendre des périodes. Selon que je suis dans une période où j'implémente de nouvelles fonctions ou plutôt dans une phase où il s'agit simplement de gérer les affaires courantes, la boutique va me prendre un temps qui varie selon les mois, mais on va dire qu'en moyenne, c'est une dizaine d'heures par mois. À côté de ça, il y a bien sûr toute la question des commandes passées dans la boutique. Quand il s'agit de commandes au format papier, c'est moi qui les gère également, puisque pour les ventes au format numérique, tout est automatique. Et enfin, pour ne mentionner que les plus gros volets de l'activité de EAJ, il y a toute la partie marketing et publicité qui va varier en fonction des périodes, de la saisonnalité, des canaux considérés et qui va représenter aussi tous les mois une dizaine d'heures. Mais ça peut monter plus haut à certains moments, ça dépend vraiment de ce que la maison est en train de faire à l'instant T. Voilà, ça vous donne déjà un bon aperçu de ce qu'on retrouve dans toute cette activité de la maison, en sachant qu'il y a plein de choses que je n'ai pas mentionnées parce que c'est ou plus anecdotique ou que ce sont des missions tellement peu parlantes qu'il faudrait que je prenne trop de temps pour les expliquer. Donc je reviendrai peut-être sur ces questions ultérieurement dans une autre vidéo, mais là vous avez une idée de la ventilation entre l'administratif, l'éditorial, la technique, le marketing et tout ce que je suis amenée à gérer au quotidien. En sachant qu'à côté, évidemment, pour l'ODS, je me retrouve avec plusieurs missions simultanées. La plupart de nos clients choisissent de payer leurs prestations en plusieurs fois, ce qui fait qu'on étale le travail au fil du temps. Par exemple, quelqu'un va venir pour une correction approfondie et va demander à payer en 4 fois, ce qui veut dire que le travail correspondant va lui aussi être étalé sur les 4 mois concernés et donc que je vais pouvoir en quinconce traiter plusieurs clients à la fois. Je suis simplement vigilante sur le type de prestation que je prends en même temps et je fais en sorte de ne pas avoir plus de 2 fois le même type de prestation sur un même mois. Ce qui veut dire que je ne prends pas plus de 2 corrections approfondies par mois, plus de 2 grosses phases de maquettage papier et numérique le même mois, plus de 2 prestations de conseil éditorial le même mois, etc. L'idée, c'est qu'il faut que ça tourne en quinconce parce qu'autrement, je ne vais pas arriver à ventiler mes heures correctement entre ce que je fais en après-midi ou en nocturne. Et il faut également, pour des questions de concentration sur les missions en cours, que mon cerveau ne soit pas trop partitionné, si on peut dire, sur une même tâche pour plusieurs textes. Je n'ai pas envie de jongler avec trop de prestations du même type en même temps. C'est donc un critère dont je tiens compte pour accepter tel ou tel dossier au démarrage et ça me permet d'avoir un planning qui est relativement harmonieux où je vais pouvoir passer de l'éditorial à la technique, au conseil, au marketing, etc. Un petit peu la même logique que pour la maison d'édition, mais transposée cette fois-ci à l'ODS. Vous l'aurez compris, parvenir à faire coexister toutes ces missions de façon à la fois efficace, respectueuse du planning et conforme à ce que nos clients sont en droit d'attendre, ça passe par une nécessité qui est le fait de jongler. Je jongle continuellement à l'échelle de la journée, de la semaine, du mois et du trimestre pour arriver à tout faire rentrer et en espérant constamment qu'aucune des balles qui se trouvent en l'air ne va me retomber sur le coin de la figure. C'est la difficulté principale, mais depuis toutes ces années, j'y suis habituée. Donc à ce jour, il n'y a eu aucune catastrophe. Les auteurs ont toujours été payés au moment où ils devaient l'être. Les livres sont toujours sortis à la date qui était prévue. Les travaux pour les clients sont toujours rendus dans les temps, généralement même un petit peu en avance, parce que par habitude, j'aime bien être en avance. Il y a eu l'écueil pendant un temps des vidéos qui sont passées à la trappe pendant 2 ans, vous le savez, parce qu'à devoir sacrifier quelque chose, j'ai choisi l'activité qui était moins urgente et qui pénalisait moins le reste, même si c'était avec beaucoup de regrets. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être de retour, en ayant un petit peu redispatché les activités comme il le fallait. Et puis parce que je considère désormais que la chaîne dans son ensemble fait partie de la communication générale de la maison, au-delà de Tutobar et de ma propre personne.
Je termine par un petit coup d'œil sur mon planning d'automne. Côté EAJ, nous avons une sortie qui est prévue en novembre, fin novembre, pour un guide pratique. J'y reviendrai dans quelques temps dans une vidéo qui sera intégralement consacrée à ce livre. Compte tenu du rétro-planning, cette publication est actuellement en phase de bêta-lecture, pendant qu'avec l'auteur, nous sommes en train de peaufiner tout ce qui concerne la couverture, les métadonnées, tous les éléments dont j'aurai besoin fin octobre pour la dernière phase avant parution. Donc là, actuellement, le titre est en bêta-lecture et pendant que lui est dans cette phase, je suis déjà en train de travailler sur la publication suivante, un roman qui paraîtra entre fin janvier et début février, et il est essentiel que j'attaque cette phase maintenant pour avoir le temps bien sûr de procéder à tous les allers-retours avec l'auteur dont je parlais un petit peu plus tôt, et que le rétro-planning tout simplement soit respecté jusqu'à la date prévisionnelle de parution. Au milieu de tout cela, je vais bien sûr devoir m'occuper des fêtes de fin d'année. Ça veut dire au sens large pour la communication, prévoir normalement un calendrier de l'Avent, des concours, une petite transformation de la boutique EAJ pour la mettre aux couleurs des fêtes de fin d'année. De façon globale, tout ce qui concerne les fêtes et cette période particulière pendant laquelle nous espérons vendre des livres. Ça, c'est plutôt du côté de la maison d'édition. Côté ODS, j'ai actuellement 6 travaux en cours qui sont échelonnés entre octobre et janvier en fonction des prestations. Là-dedans, j'ai principalement de la correction approfondie, de l'aide à la publication sur Amazon, du maquettage à la fois papier et numérique et un petit peu de conseils en marketing d'auteur pour aider la personne durant le processus post-publication. Un planning qui est bien rempli de ce côté-là aussi, à savoir que les personnes qui me contactent actuellement vont être planifiées à partir de décembre. J'ai encore quelques petits créneaux pour de petites missions, rien de très gros. Et ensuite, la réservation se fait là pour janvier et février pour toutes les prestations qui demandent des volumes d'heures plus importants. En résumé, l'automne va être bien rempli, le début de l'hiver également. Je vous raconterai d'autres petites choses ultérieurement dans d'autres vidéos sur tel ou tel sujet. Enfin, côté vidéo, le plus gros morceau qui m'attend, c'est l'épisode tuto bar qui va concerner la structuration. J'en parle depuis un petit moment, mais promis, il arrive. C'est juste que j'attendais pour le préparer et l'enregistrer d'avoir les meilleures conditions réunies en matière de planning et de temps disponible. C'est en théorie le prochain que je dois tourner. Mais j'ai dans les tuyaux d'autres épisodes qui sont prévus en parallèle et il va falloir que je dispatche tout ça sur octobre et novembre. On en reparlera dans d'autres vidéos à venir et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo avec des petits tours en coulisses, c'est quelque chose que vous avez envie que je vous propose à intervalles réguliers en fonction de l'actualité, si ça vous plaît et si vous avez envie d'en voir un peu plus. En attendant, je profite de la thématique de cette vidéo pour vous inviter à acheter nos livres, à nous soutenir par ce moyen-là qui est le plus efficace. Achetez nos livres pour les lire bien sûr, pour les offrir, pour parler de nous à vos proches et faire connaître notre activité. C'est très difficile pour la maison actuellement. Ça, je pense que ça vaut le coup que je vous fasse une vidéo spéciale autour de l'économie et de la trésorerie de la maison, qui est assez représentative de ce qu'on trouve malheureusement dans beaucoup de structures indépendantes. Et la meilleure manière pour toutes les personnes qui ici me demandent fréquemment comment soutenir mon travail et l'activité de la maison de façon plus générale, cette meilleure manière, c'est vraiment de nous rendre visite dans la boutique EAJ, de parcourir notre catalogue, de le partager auprès de gens que vous connaissez qui aiment lire, de trouver parmi tous nos auteurs ceux que vous aimeriez découvrir vous-même. On en a pour tous les goûts et tous les publics. Et je ne peux que vous inviter à venir nous donner ces petits coups de pouce dont nous avons tant besoin au quotidien pour que la maison puisse continuer dans cette voie et pour que tout le travail que je viens de vous présenter dans cette vidéo ne soit pas effectué en pure perte. Je m'occupe bénévolement de la maison par passion et la seule chose que je demande en face, c'est que cette maison qui me tient tant à cœur puisse rester debout et que nos livres puissent vivre la meilleure des vies possibles en touchant un public qui ne sera jamais gigantesque, je le sais bien, mais suffisant pour que je me dise que malgré toutes les difficultés, eh bien tout ça, ça en vaut la peine. Je vous retrouve très vite dans un prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.